Bonjour, je suis Jérôme Badi et vous écoutez VCast, le podcast média de Values, saison 2, épisode 5. Petite devinette pour commencer, qui suis-je ? Je suis un format qui peuple nos villes et nos villages, je suis présent en sous-sol autant qu'à l'air libre, j'ai beaucoup souffert du confinement faute de spectateurs, ma digitalisation transforme mon mode d'achat, je suis... Bon, vous l'avez deviné, je suis l'affichage. Média particulier, mais média quand même, et on pourrait même dire média de plus en plus. L'affichage connaît des bouleversements notables et passionnants, et pour en parler, je reçois... Bastien Bertus. Chief Digital Officer chez Clear Channel International. Bonjour Bastien. Bonjour Jérôme. Bon, on peut pas te recevoir sans parler quelques instants quand même de la manière dont l'affichage et Clear Channel ont subi cette période un petit peu particulière de laquelle nous sortons tout juste. Est-ce que tu as quelques indicateurs à nous donner et un petit feedback à nous faire sur cette situation ? Alors, il y a beaucoup d'indicateurs. J'ai pas un indicateur à te donner. Première chose que je peux te dire, je peux te partager une réalité, c'est que effectivement l'affichage, alors pour les aficionados, on parlera d'out of home ou d'OH, c'est sans doute le média dans le mix qui a été le plus impacté par la crise du Covid. La deuxième réalité de cette crise, c'est qu'elle est vraiment protéiforme. Donc on a une réaction et en fait les marchés, d'un marché à l'autre, moi je travaille pour Clear Channel International, donc on a une couverture qui est européenne et Latine-América pour te donner une idée, donc c'est les marchés que je connais le mieux. Ce qui est difficile, c'est qu'on a eu beaucoup de mal à se positionner, ou en tout cas à forecaster un peu les impacts sur notre média, puisque généralement quand un marché sortait d'une crise, un autre rentrait dans la crise. Donc on a eu toute une courbe un peu en dents de scie tout au long de l'année, ce qui nous a vraiment empêché de faire des prédictions. La troisième réalité ou la troisième chose que je peux te dire sur ce qui s'est passé, c'est que d'un format à l'autre, c'est en fait la réalité est aussi très différente. L'affichage, ça recouvre des réalités extrêmement diverses qui vont effectivement de l'espace urbain, donc le mobilier urbain, à des espaces beaucoup plus spécifiques. Je pense par exemple aux zones commerciales, les malls ou les zones de transport. Donc effectivement, si tu compares l'outdoor et que si tu compares l'outdoor avec le transport ou les malls, tu as vraiment un impact extrêmement fort, beaucoup plus fort sur les malls et sur le transport. Je dirais que la fourchette d'impact, elle est de moins 25 à moins 45% en fonction des marchés. T'as les marchés où t'as l'impression que ça a été complètement sans impact. Je pense pas mal aux marchés US ou Latine-América. Je pense au Brésil par exemple. C'est aussi très lié aux politiques que les États ont effectivement emprunté. L'autre élément auquel on pense peu, c'est que l'out of home ou l'affichage est un média qui redistribue. Donc à chaque fois que nous on diffuse des campagnes ou qu'on fait du revenu, effectivement on a une redevance qui est reversée. Donc on est un fort contributeur aux politiques publiques, donc c'est aussi un impact quand même qu'il faut mesurer par rapport à notre média. Ce qui est sur une note plus positive, je dirais qu'il y a deux éléments qui sont intéressants. Le premier élément, c'est qu'à chaque fois qu'on a eu un rebond, on est dans des rebonds de marché qui sont quasiment équivalents à de très bonnes années, comme par exemple 2019. Là, par exemple, en ce moment, le UK est en train de se rapprocher des chiffres à l'époque constante, en fait, de ce qu'on avait en 2019. L'autre élément, et on va pas mal en parler je pense aujourd'hui, c'est que, et je pense que c'est valable pour d'autres industries, pas exclusivement dans le secteur des médias, mais on a vraiment profité de ce moment pour se transformer et aussi pour aligner les acteurs. On va parler de programmatique tout à l'heure. Le programmatique est un des grands gagnants de la crise du Covid. Ah oui, c'est peut-être une chose importante que tu as dite, mais il faut quand même le rappeler, c'est que effectivement l'affichage contribue aux politiques publiques, puisque effectivement tu parlais de la redevance, mais c'est important de le redire parce qu'on critique souvent la publicité qui est dans l'espace public, mais en réalité ça permet quand même de financer via des redevances des politiques des villes. Voilà, c'est important quand même de le rappeler. Dans ton scope de Chief Digital Officer, tu as, je crois, l'innovation chez Clear Channel International. J'aimerais qu'on en parle un petit peu. Qu'est-ce que ça recouvre exactement pour une structure internationale comme Clear Channel quand on parle d'innovation ? Notre définition, elle est assez simple, c'est faire preuve de créativité pour délivrer de la valeur, soit pour notre média, soit pour notre entreprise, soit pour nos clients. Donc c'est vraiment les thématiques qu'on suit. Et en fait, on a trois types d'innovation. Très simplement, on fait beaucoup d'innovation incrémentale, d'amélioration continue. On essaye vraiment de faire preuve de créativité pour améliorer nos interactions avec nos clients, notre expérience client, en restant sur nos fondamentaux, mais en essayant d'écouter davantage nos clients et d'apporter des solutions créatives. De plus en plus, on va vers de l'innovation, je dirais un peu plus d'innovation de rupture. Notre média se digitalise. On a aussi l'ambition chez Clear Channel. Clear Channel s'est toujours un peu distingué par son amour de la créativité. On considère qu'on fait un peu les choses différemment dans notre média. Donc on a aussi des solutions, on en parlera tout à l'heure un peu plus en détail, mais on a beaucoup développé notamment des plateformes
forme d'échange direct avec nos clients qui ne sont pas uniquement centrés sur notre média. Donc c'est là où effectivement on apporte une rupture, parce que c'est pas du tout traditionnel sur notre marché, surtout que nous on est quand même un marché très intermédiaire, on est une régie, donc très souvent notre client c'est une agence. On va de plus en plus parler à des clients qui ne parlent pas aux agences par exemple. Donc ça c'est pour nous une rupture assez forte. La troisième dimension, c'est un très fort enjeu. Tu disais juste avant que il faut rappeler, et merci de rappeler qu'on est un contributeur aux politiques publiques. Ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que la publicité en général et l'affichage a particulièrement mauvaise presse, notamment en France. Maintenant, une de nos thématiques d'innovation est vraiment centrée sur l'économie durable et l'écologie en général, où on essaye aussi d'apporter beaucoup de solutions qui vont de la repollinisation à l'économie d'énergie ou à la redistribution d'énergie au travers des produits, en tout cas de nos supports d'affichage. Donc c'est ça l'innovation en très résumé chez Clear Channel. C'est des sujets sur lesquels on reviendra certainement dans un épisode de VCAS sur justement la RSE au sens large ou le développement durable et comment les médias ont un rôle à jouer dans tout ça. On y vient. Il faut parler du digital outdoor, ce qu'on appelle le DOOH. C'est évidemment un segment de marché qui est en très forte croissance, qui finalement apporte beaucoup plus de souplesse technologique. Allez, vas-y, raconte-nous un petit peu les capacités d'achat, l'automatisation qu'on peut faire, qu'est-ce que ça ouvre également comme opportunité pour les annonceurs, et puis peut-être les prochaines étapes de cette digitalisation de l'affichage. Alors, je sais pas si je vais réussir à tout te dire, mais je peux te dire pas mal de choses sur effectivement le DOH. La première chose, c'est que pour comprendre le DOH, c'est très simple, c'est effectivement tout simplement l'ajout, parce qu'en fait, on a gardé notre média historique. Tu l'as dit aussi en intro, c'est un média historique, l'affichage. Donc on a gardé nos différents supports papier historiques et on a ajouté à ces supports effectivement des écrans. Donc la première chose que le DOH a apporté, c'est une beaucoup plus grande variété de cadres de publicité. Donc différents formats, différentes typologies qui vont d'écrans très statutaires ou qui sont dans des mobiliers urbains, dans des zones extrêmement emblématiques. Si je parle de la France, je vais penser par exemple au Carrousel du Louvre où on a effectivement à la fois un magnifique écran et en même temps des écrans qui du coup valorise aussi le lieu. Il y a un enjeu d'esthétique quand même associé au lieu et d'intérêt derrière l'écran. Ça va aussi à des écrans beaucoup plus spécifiques. Par exemple, je pense à des lockers, par exemple dans certaines villes, ou des écrans qui sont très proches de solutions de bike sharing. On fait aussi pas mal de bike sharing chez Clear Channel en Europe. Il faut que tu nous expliques ce que sont les lockers. Typiquement, c'est un casier dans lequel tu peux recevoir, par exemple, je pense à Amazon, ou c'était Amazon, où tu peux recevoir tes colis. Tu peux le faire dans certaines zones qui sont dédiées, où tu as un petit code dans la rue. Et c'est un meuble physique, en fait, qui est dans la rue, qui effectivement a un écran, et cet écran peut permettre de diffuser de la publicité. On a, le DOH a également infusé, je pense, des espaces comme les vitrines de magasins. On voit, tout le monde le connaît, dans les centres commerciaux, dans les centres-villes. Tu as beaucoup d'écrans de ce type. Ça va jusqu'aux toilettes, par exemple, dans des stations-service, ou même les écrans qui sont maintenant sur les pompes, dans les stations-service. Donc, le DOH, la première chose qu'il a apporté, c'est une très grande variété de cadres, et aussi une plus grande flexibilité pour un annonceur, à la fois de toucher des formats et des cibles différentes, et également d'avoir des solutions à des prix beaucoup plus abordables, beaucoup plus flexibles. Historiquement, l'affichage, et je vais tuer aussi cette réalité, l'affichage peut être un média très abordable et très rentable. C'est pas forcément comme ça qu'il est perçu par les gens qui le connaissent historiquement ou qui l'achètent de manière traditionnelle, mais c'est une première réalité. Donc le DOH, il a apporté cette flexibilité-là. La deuxième chose que le DOH a apporté, c'est une valorisation du média lui-même. En fait, on a un écran, donc on a vraiment la possibilité d'apporter de la valeur à cet écran. Tu connais très bien les médias en général. Une des choses, nous, qu'on a travaillé, c'est l'apport de contenu. Donc, on a effectivement la publicité, mais on a aussi un rôle d'information. On a un rôle aussi très fort au niveau de la culture. On fait, je pense, beaucoup de choses en France. Je pense à un partenariat fort qu'on a avec un média qui est Brut, par exemple, où effectivement, on a utilisé le DOH pour pouvoir aussi diffuser des contenus qui valorisent les écrans en eux-mêmes, en tout cas l'usage. Beaucoup de gens nous disent, voilà, j'ai pas forcément conscience qu'il y a des panneaux dans la rue, ou je vous connais pas forcément sous cet angle-là. En revanche, la publicité extérieure me touche parce que c'est des messages qui, effectivement, restent en moi. Le DOH, il apporte cette coloration où on se rappelle d'un écran, où on se rappelle d'avoir vu une vidéo, où cette vidéo peut faire écho, par exemple, à quelque chose qu'on a vu sur un média social ou à la télé, ou peu importe. Donc ça, c'est
le deuxième changement. Le troisième, effectivement, c'est autour de l'optimisation ou de l'automatisation du cycle publicitaire, où effectivement, c'est des écrans qui effectivement offrent beaucoup plus de flexibilité, de diffusion. On peut changer les créas beaucoup plus facilement. On peut aussi acheter de manière beaucoup plus dynamique. On a de l'information en temps réel, donc on peut aller chercher de la data. On va en parler aussi un peu plus tard dans la conversation. Mais effectivement, le DOH est venu avec toute une gamme, en fait, une palette, en tout cas, de possibilités qui valorise aussi ce schéma-là. Ce que le média apporte aussi, ou ce que le DOH apporte aussi, c'est des solutions. On parlait de la partie RSE, ou en tout cas de la durabilité des médias ou leur inscription dans cette logique. Le DOH apporte aussi des solutions entre guillemets qui vont protéger, alors qui vont contrôler les émissions, ou qui vont permettre aussi aux bailleurs, à ceux qui du coup récupèrent les redevances qu'on leur sert, d'effectivement mieux contrôler aussi leur consommation énergétique, de monitorer un certain nombre des éléments qu'ils utilisent pour leur communication. Donc je dirais que c'est à la fois purement pour le média ou pour les annonceurs, beaucoup de flexibilité, beaucoup d'informations, beaucoup de data, beaucoup d'enrichissement de l'expérience. Je vais aussi en parler un petit peu après, mais je pense notamment à ce qu'on peut appeler le Dynamic Content Optimization, donc la capacité à adapter l'image à un événement extérieur. En ce moment, c'est l'Euro, typiquement. Donc, ce que tu peux avoir dans une pub qui va être une pub, je sais pas moi, pour une marque de paris en ligne, par exemple, tu peux voir les scores en temps réel de ton équipe préférée, ou tu peux voir ce qui se passe dans tel ou tel stade. Donc ça, c'est un exemple un peu typique de DCO, Dynamic Content Optimization. Donc, c'est cette flexibilité, cet enrichissement de l'expérience publicitaire, la possibilité de faire un peu plus de ciblage et aussi plus d'informations sur la qualité de ce qui a été livré. Donc, tu sais en temps réel ce que tu livres, combien de fois tu l'as livré. Donc, c'est toute cette transparence, en fait, que le DOH aussi a apporté aux annonceurs, en général. Avant d'arriver sur la partie des audiences, du ciblage, etc., tu vas nous parler moi, j'aimerais que tu nous parles un petit peu du type d'achat. On va rentrer un petit peu dans la technicité. On parle d'achat en programmatique. On a déjà fait, je vous renvoie à un épisode de VK sur l'achat programmatique. Mais désormais, avec le DOH, on peut acheter en programmatique. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça fonctionne concrètement, à quel type d'inventaire on peut accéder, et tu parlais aussi du fait qu'on vous pouviez toucher des annonceurs qui n'étaient pas habitués à ce média-là. Donc voilà, j'imagine que le mode d'achat programmatique permet aussi de s'adresser à des marques qui n'auraient jamais pensé à l'affichage pour communiquer, par exemple. Alors, exactement. Alors, nous, notre approche en fait, il y a presque deux questions en une. Il y a une question quels sont les canaux, en tout cas, quels sont les moyens d'accès, les modes d'achat. Et ils peuvent être programmatiques ou ils peuvent utiliser des techniques programmatiques. Ça, c'est une partie de la question. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce qu'on rend accessible via le programmatique et quelle est notre offre programmatique? Exactement, c'est parfait. Nous, notre considération, on considère qu'on a 4 canaux d'accès à notre média. Le premier canal, c'est notre canal traditionnel, qui est un canal qui passe par des équipes commerciales qui vont interagir très souvent avec des agences médias ou alors en direct, ça dépend, mais qui vont permettre effectivement de servir notre média et d'adapter, on va dire, plutôt des propositions spécifiques pour des événements, par exemple, ou aussi dans notre média, on propose des solutions créatives pour, par exemple, dynamiser un centre commercial ou faire des annonces un peu particulières qui vont accompagner une solution de diffusion DOH ou classique, papier, d'une campagne publicitaire. Donc, on va apporter de la valeur ajoutée et du conseil au travers de notre canal traditionnel. C'est comme ça que on a toujours été acheté. Ça reste un canal très fort chez nous. Donc ça, c'est du gré à gré, quoi, on va dire. C'est du gré à gré, exactement. Il peut y avoir d'autres mécaniques que du gré à gré, mais c'est fondamentalement beaucoup de gré à gré. Et c'est comme ça qu'on nous achète et comme ça qu'on continue d'ailleurs à nous acheter. On a un deuxième moyen d'achat ou d'accès qui commence à ressembler à une partie de l'achat programmatique. C'est plutôt de l'achat automatisé ou de l'accès automatisé. Nous, on appelle ce canal, alors on utilise, je travaille pour Clear Channel International, donc j'utilise pas mal d'anglicisme, mais je m'en excuse. On appelle ça automated. Donc le principe, c'est que beaucoup d'agences ou de spécialistes, donc qui sont des acheteurs spécifiques out of home, notamment en Angleterre, beaucoup utilisent des plateformes ou créent leur propre plateforme et souhaitent intégrer l'inventaire de régie comme nous de manière automatisée. Donc en fait, ils accèdent très généralement à des produits catalogues, ils accèdent à des listes de prix pré-validées ou pré-discutées en tout cas, et ils accèdent aux disponibilités, ils peuvent acheter de manière automatisée. Donc c'est eux qui ont la main sur leur média planning. Le vrai bénéfice pour une agence ou pour un spécialiste, c'est effectivement la possibilité de maîtriser son média planning en associant l'inventaire de plusieurs régies. Donc ça, c'est un cas
On le voit pas dans tous les marchés. Je pense par exemple à la France ou au UK par exemple, la plupart des acteurs se sont alignés très vite parce qu'ils ont utilisé des standards qui viennent de l'achat programmatique. Donc un des standards derrière le mode d'achat, tu as des protocoles, tu as 2 grands protocoles, Open Direct et Open RTB pour Real Time Bidding, donc enchères en temps réel. Le UK utilise beaucoup ce premier standard qui est Open Direct. Je pense à la France où pas mal d'agences réfléchissent à cette typologie en fait d'intégration des inventaires, mais là on est plutôt dans des modèles où il faut s'asseoir autour de la table, il faut discuter d'un modèle, donc il faut que toutes les régies s'entendent, il faut que les agences s'entendent, donc c'est souvent un peu plus long. Donc ça c'est quelque chose qui est très dynamique, je pense dans les pays nordiques, au UK particulièrement. C'est notre deuxième canal. Notre troisième canal, c'est le canal direct. Le canal direct, il peut passer, alors c'est une plateforme, c'est typiquement un genre de site e-commerce qui est ouvert en fait à des annonceurs qui veulent nous acheter en direct, sans intermédiaire. Nous, on a une plateforme qu'on lance, qu'on va lancer officiellement en septembre, qui s'appelle Eco, E-C-O-O-H, qui est une plateforme en fait qui permet effectivement soit d'acheter de manière très simple, donc tu as un besoin, tu déposes ton brief et on va te faire une proposition. Tu as 2 façons d'acheter, soit tu achètes par point d'intérêt, et c'est une mécanique, on va te proposer quelque chose qui va faire sens parce que tu veux être près d'une église ou tu veux être près d'une banque ou tu veux être près d'une école, peu importe. Alors, toutes les marques ne sont pas autorisées à faire ça, mais fondamentalement si tu as le droit, tu peux le faire. Ou la deuxième façon, c'est plutôt d'aller cibler des audiences où effectivement on va te proposer un inventaire qui va faire sens par rapport à ta demande. La spécificité de notre plateforme directe et notre approche du direct, c'est que nous, on est plurimédia. Donc, on a vraiment travaillé la complémentarité plurimédia. Donc, notre plateforme va permettre soit d'avoir un achat complémentaire. Beaucoup de ces clients, en fait, investissent beaucoup sur du média digital, online, du display, peu importe. Et ont souvent du mal à acheter les médias offline parce qu'ils n'ont pas d'éléments qui permettent de comparer la performance ou la compréhension ou l'uplift que peut générer par exemple une campagne d'affichage. Nous, on a travaillé cette problématique-là et on a livré une plateforme qui permet d'acheter que du média de manière très simple, soit sur une audience, soit sur un point d'intérêt, et de l'acheter soit tout seul, soit en comparaison ou en complément d'autres médias qui peuvent être offline, télé-radio ou online, du display par exemple, pour ne citer que cet exemple-là. Ça a donc un nom chez nous, c'est le direct, et tu peux aussi avoir une approche où on ouvre des API, donc on donne accès à notre inventaire à un certain nombre d'acteurs ou des plateformes tierces qui peuvent nous acheter de manière programmatique, c'est-à-dire déclencher un certain nombre de critères ou notamment des critères d'enchères pour accéder à notre inventaire qui peut être l'inventaire qui est présenté là. C'est très généralement soit de l'inventaire dit permanent, donc des campagnes assez long terme, ou alors, on va plutôt dire des campagnes last minute. Donc, c'est des opportunités où on peut complètement délinéariser les réseaux. Donc, tu peux acheter quelques faces et cherry-picker selon un certain nombre de critères. Ça commence à ressembler à la définition de pas mal d'acteurs sur le programmatique. En tout cas, un programmatique au sens général, très proche, je pense, de la définition que vous aviez partagée sur cet épisode. Le quatrième moyen d'accès à notre inventaire, c'est effectivement le programmatique DOH, à la sauce Clear Channel. Donc, nous, on a une plateforme qui s'appelle Launchpad, sur laquelle on a communiqué. Le PAD de Launchpad signifiant Programmatic Automated Direct. Donc, tu vois, je reprends les 3 derniers canaux dont je t'ai parlé. L'approche de Clear Channel, c'est plutôt du real-time buying. Donc, on se dit que les acheteurs vont pouvoir acheter en temps réel. Donc, ils ont un accès en temps réel aux disponibilités de l'inventaire et ils peuvent acheter très généralement, alors ça dépend des marchés, soit selon ce que nous on appelle la currency d'audience. Donc, c'est localement des audiences qui sont certifiées par l'interprofession, on va dire, qui s'entend en France. C'est l'Affimétrie qui devient Mobimétrie cette année, qui vient certifier les audiences et les opportunités de voir. Donc, c'est la monnaie d'échange qu'on utilise. C'est un exemple pour la France. On peut acheter soit selon donc cette currency d'audience, soit cette currency d'audience associée à des sources de données extérieures qui peuvent effectivement être des données qui viennent de données mobiles par exemple, qui peuvent permettre de faire du ciblage. Selon les marchés, au travers de Launchpad, on a la possibilité d'acheter soit exclusivement selon un format currency ou effectivement selon un format, je dirais, de données un peu plus dynamique et temps réel. L'inventaire qui est disponible, c'est de l'inventaire premium. Donc nous, notre approche, elle est plutôt de dire notre inventaire premium est à la disposition de nos acheteurs. On aurait pu vendre effectivement, prendre d'autres approches. Nous, on met à disposition notre inventaire. On est plutôt dans une logique où on va servir
le besoin de nos clients qui va venir de tous nos canaux. Donc, on va servir on va apporter la meilleure réponse aux annonceurs. Globalement, c'est ça notre volonté. Et on va maîtriser, nous, en tant que régie, notre yield en venant un peu sélectionner les meilleures opportunités ou les meilleurs deals. La façon de vendre, après le programmatique vient avec beaucoup de complexité. Nous, on a essayé de le simplifier aussi. On s'est beaucoup inspiré de ce qu'on fait aux États-Unis puisqu'on a commencé le programmatique il y a 5 ans aux États-Unis. Donc, on commence vraiment à avoir des résultats et un peu d'expérience en la matière. Donc, l'approche qu'on a en Europe, et Launchpad, c'est une marque européenne, elle s'est beaucoup inspirée de ce qu'on a fait aux US. Et on a 2 mécaniques principales. Donc, on a des preferred deals ou alors des private marketplace. Ce qu'il faut retenir de manière très simple, c'est que on est plutôt sur des acheteurs listés. On va plutôt être sur des prix soit négociés de gré à gré auprès de ces acheteurs listés, on va mettre en place des deals, les négocier. Donc, il y a toujours un côté humain. On n'est pas dans du pur machine to machine, complètement automatisé, etc. On est dans une mécanique, et c'est pas mal comme ça d'ailleurs que l'industrie s'est alignée. Je te disais tout à l'heure que effectivement, on a profité de la crise du Covid pour aligner un peu les acteurs sur le programmatique. C'est ça la mécanique du programmatique out of home en 2021, qui va sans doute continuer à évoluer. Mais c'est comme ça qu'elle s'est structurée. Donc, d'inventaire premium, de l'achat basé sur la data, pas d'enchères, mais une mécanique d'achat en temps réel, en accédant aux disponibilités, plutôt des acheteurs listés, soit on préempte dans une logique de preferred deal, soit on est dans des private marketplace où on peut être en compétition avec d'autres acheteurs, mais qui sont listés. Donc, on sait qui achète l'inventaire. C'est un élément important pour nous de pouvoir aussi garantir à la fois de l'inventaire premium, mais aussi garantir la valeur des campagnes qui sont diffusées sur notre inventaire. On n'est pas complètement dans une logique online où on peut se permettre d'avoir tout et n'importe quoi qui sont sur nos écrans, puisqu'on a aussi, nous, une responsabilité sociale très forte. On est dans la rue, on est accessible à tout le monde, donc ça nous permet aussi d'avoir ce contrôle. Voilà la réponse sur à la fois les canaux d'accès à notre média, chez Clear Channel, et notre approche du programmatique. Bon, hyper clair. Évidemment, ça pose la question maintenant de la data, parce que tu nous dis, effectivement, tu parles de cible, tu nous en as déjà dit un mot. Évidemment, on est habitué dans le offline à une mesure d'audience en amont et en aval, mais là, avec le digital outdoor, évidemment, on va pouvoir certainement avoir des ciblages plus précis. Est-ce que tu peux nous dire vraiment comment ça marche ? Tu parlais d'une instance qui fournit pour le marché des audiences. En fait, d'abord, comment on mesure tout ça ? Et puis, voilà, comment vous l'utilisez ? Et puis, bon, question subsidiaire, est-ce que tout ça est quand même RGPD compatible ? Alors, ça fait beaucoup de questions très intéressantes. Alors, la première partie de la réponse, c'est effectivement, on va dire, ces organisations interprofessionnelles. Alors, déjà, tu n'as pas d'organisation très structurée au niveau de la out of home qui soit une organisation en dimension internationale. Tu as beaucoup d'approches qui sont marché par marché local. Donc, si je regarde, on va donner l'exemple de la France, tu as effectivement Mobimétrie, qui est une organisation qui est plurireprésentative. Tu as la plupart des régies, toutes les régies qui sont membres de Mobimétrie et qui vont effectivement utiliser des méthodologies. Donc, Mobimétrie utilise des méthodologies qui vont mélanger, on va dire, souvent une technique de sondage. Donc, on prend des sondages de population et on fait des extrapolations statistiques sur ces populations qui vont définir une audience. Cette extrapolation, elle va être appliquée à la réalité du terrain. Nous, on est un média ancré dans la rue ou dans l'espace public. Je vais donner juste quelque chose de très simple pour comprendre. On va regarder la position d'un panneau, son orientation, sa luminosité, et on va appliquer en fait un coefficient qui va comparer l'audience théorique, ou en tout cas les cibles qui viennent de ces méthodes, donc des méthodes de sondage, des méthodes statistiques ou d'extrapolation statistique, comparées à la réalité du terrain. Et pour chacun des réseaux ou chacune des faces, on va appliquer l'ensemble de ces critères pour définir une valeur d'audience qui est reconnue par l'industrie. Ça, c'est le schéma de toutes les régies. D'accord ? Donc, ça fonctionne historiquement comme ça. On n'a pas de caméras sur les écrans ? Ça fait polémique, donc... Il n'y a pas de réponse absolue à cette question. Il existe des écrans, il existe des caméras sur des écrans. En France, c'est très peu répandu, voire ça n'existe pas, parce que la CNIL, notamment, s'y est opposée assez rapidement. Le vrai... En fait, tu as des tentatives alors pour capter de l'audience en temps réel. Les caméras, elles sont là essentiellement pour capter de l'audience en temps réel. Elles ont deux vocations. Alors, tu as une vocation très modeste, qui est plutôt du comptage. Venir peut-être... valider l'audience en temps réel qui passe. Alors l'audience, tu ne sais pas forcément qui est derrière. Tu sais qu'il y a une fréquentation de X. Tu sais que tant de personnes, tant d'individus ont été exposés à
la créa qui est sur cette face, par exemple. Ça ne te permet pas, tu as 2 niveaux, hein, en gros, tu as le premier niveau qui est le niveau qui est le plus cohérent, en tout cas celui qui est le plus apprécié par la CNIL, puisque tu n'as aucun stockage de données, tu n'as pas d'identification des personnes qui passent devant les écrans, tu sais juste faire un comptage, d'accord? Donc ça, c'est des solutions de comptage qui passent pas forcément par des caméras. Tu as d'autres technologies qui peuvent être des capteurs ou voilà, ça existe. Ça n'est pas utilisé partout. C'est très peu répandu pour. Je vais venir à la deuxième et je t'explique pourquoi c'est peu répandu. La deuxième approche, c'est plutôt une approche qui va utiliser, on va dire, des mécaniques de machine learning assez simples d'analyse d'images, qui vont te permettre en général d'identifier si tu as en face de toi un homme ou une femme et d'essayer d'identifier souvent une catégorie socio-professionnelle en se basant sur la silhouette, les vêtements, etc., comparé à la géographie. Il y a 2 limites à ça, ou il y a 2 raisons pour lesquelles c'est très peu répandu. Alors, tu as des tests dans plein de pays au monde, et tu as des tests qui vont plus ou moins loin, parce que la réglementation en place, et aussi la politique locale, hein, parce que tu as effectivement le GDPR, mais tu as aussi la politique de l'équivalent de la CNIL dans les différents pays. En France, on a quand même une vision très stricte en la matière, ce qui limite beaucoup les initiatives. Donc la première chose, c'est que c'est surtout, tout repose sur le consentement, ou en tout cas la preuve du consentement. Aujourd'hui, il existe très peu de méthodes qui permettent de s'assurer qu'on a recueilli le consentement de quelqu'un qui passe devant un panneau. Je te donne un exemple. Il y a une techno ou une startup qui a lancé une technique qui reposait sur des caméras. Alors souvent c'est du edge computing, donc c'est des tout petits composants informatiques qui sont positionnés sur les panneaux avec une petite caméra qui analyse et qui en général anonymise. Donc ils ne stockent pas l'information, ils anonymisent cette information et en fait tu as des logs et tu peux réexploiter. Donc tu peux pas tracer que par exemple toi Jérôme tu es passé devant tel panneau. Je peux dire que un homme de ton relativement ta taille, ton âge, etc. est passé devant, mais je sais pas qui tu es. Déjà, c'est impossible avec les caméras. Ça, c'est le premier écueil qu'il faut tout de suite tuer. Le problème qu'on a, c'est qu'on ne sait pas apporter une méthode ou une information suffisante pour t'opposer à ce que c'est un droit d'opposition, en fait, quand tu ne veux pas consentir à l'utilisation de tes données. Donc, le geste qui était retenu, c'était le fait, par exemple, de secouer la tête devant une caméra. Mais comment est-ce qu'on fait pour t'informer? Donc, il y a eu plein de tentatives, plein d'informations. La CNIL, pour l'instant, a toujours plutôt poussé contre les différentes tentatives des différents acteurs. C'est beaucoup de startups. Tu as beaucoup de startups qui proposent des solutions. La deuxième raison, c'est qu'à l'échelle des réseaux qu'on a, pour l'instant, le modèle économique est pas complètement viable. Tu as en général un coût qui paraît comme ça modique, mais quand tu prends ce coût à la face et que tu le multiplies, et que tu ajoutes l'abonnement et que tu le multiplies par ton réseau pour qu'il fasse sens, hein, tu arrives souvent à une réalité économique qui est pas forcément viable. Notamment parce que les annonceurs n'y voient pas forcément de valeur. C'est quoi la valeur de cette information et c'est quoi sa précision par rapport à une donnée, par exemple, que je pourrais récupérer via une plateforme mobile ou un opérateur telco. Enfin, voilà, ça n'a pas la même valeur. Donc, sur la partie caméra, c'est très intéressant, mais c'est finalement très peu répandu. Ce qui existe, c'est plutôt des solutions de comptage qui font sens parce que tu peux dire tu sais une information qui peut être une information dans la process de décision d'un annonceur où il va se dire ok, cette face en ce moment j'ai tant de personnes qui sont devant, je sais pas qui est devant, mais je sais que j'ai une audience ou mais je ne sais pas qualifier cette audience. Donc ça, effectivement, donc historiquement tu as la currency qui a froid, donc c'est une étude statistique elle est au grain du quart d'heure maintenant dans le dernier modèle de mobimétrie. Donc tu as quand même des segments comme ça. Alors t'as vraiment, faut imaginer un fond de carte avec comment dire, j'utilise le terme anglais, mais des corners en fait, des angles qui sont ouverts face à chacune des faces auxquels on va associer un score et c'est ça qui va définir au sens de l'industrie l'audience et la part de voix ou l'ODV, l'opportunité de voir de cette face et qui va donc servir d'appui principal au prix. Ça c'est le premier niveau. En parallèle de cette méthode un peu historique, donc effectivement de mesure de l'audience qui repose sur ces schémas industriels, de plus en plus on a été challengé par les annonceurs dans 3 dimensions. Donc tu as une première dimension, je dirais, amont, qui permet de faire du ciblage pour mieux designer les différentes campagnes et positionner les bons formats, les bonnes créas, etc. Tu as effectivement également un intérêt des annonceurs sur la partie plutôt aval dans la mesure de performance des campagnes. Donc ça a vachement, en tout cas, engagé les régies à réfléchir à l'ajout, en plus de ces currency froides statistiques, de réfléchir à des données
temps réel qui viennent enrichir effectivement l'expérience des annonceurs. En parallèle de ça, on a de plus en plus effectivement d'annonceurs qui se posent la question du temps réel, notamment pour pouvoir tester l'efficacité de créa, donc faire un peu d'A/B testing en disant tiens la créa A fonctionne mieux que la créa B, ou tiens il y a un changement de temps, ou il y a un événement. Alors, je reprends l'exemple de l'euro tout à l'heure, il y a un but, tiens j'ai envie de mettre une autre créa. C'est intéressant d'avoir de la donnée d'audience en temps réel pour savoir aussi piloter et automatiser ça au travers du DOH. Pour atteindre cet objectif, la plupart des régies sont structurées. Chez nous, en fait, on a investi dans une plateforme de données qu'on appelle Radar. Donc, c'est une plateforme qui effectivement acquiert différentes sources de données. Donc, on n'a pas une source ou un partenariat clé. On a différents partenariats qui changent en fonction des marchés et effectivement de leur niveau de conformité au GDPR. Donc, on est extrêmement strict là-dessus, particulièrement parce que c'est très fort chez Clear Channel et c'est une ambition, nous, de garantir la confidentialité, la protection des données personnelles, à la fois dans la maîtrise des textes et le respect des droits liés aux données personnelles, mais également en termes de sécurité de la donnée pour éviter toute fuite, etc. Donc, chacune de nos plateformes, notre plateforme Radar, donc achète de la data qu'elle va croiser dans un modèle. Donc nous, on a conçu un modèle qui nous permet notamment de travailler beaucoup sur les mouvements de population. Donc on vient associer une cible, une affinité avec un mouvement de population qu'on vient croiser ou modéliser en plus ou en complément du schéma historique qui est l'ODV, là dont je te parlais tout à l'heure, ce qui nous permet par exemple de vendre différemment. Historiquement, l'affichage se vend beaucoup au volume. Donc les deux grands indicateurs de vente de l'affichage, historiquement, c'est la couverture, donc le maillage territorial et la répétition, le nombre de fois dans un maillage territorial où effectivement une cible va être en face d'une impression publicitaire. Donc c'est les deux thématiques et on vend un volume en général. C'est comme ça qu'on vend historiquement. De plus en plus, on va vers un format d'achat ou une monnaie d'échange qui est le CPM, donc le coût pour 1000, qui est plutôt effectivement le mode d'achat traditionnel du online. Et ce CPM, on arrive à effectivement l'enrichir et le calculer au travers de cette donnée temps réel, puisqu'on peut accéder à des affinités. Donc on peut faire un ciblage par type d'affinité, par point d'intérêt, qu'on vient modéliser. La technologie, les modèles sont créés par Clear Channel au travers de cette plateforme qui s'appelle Radar. Les sources de données sont variées. Elles viennent d'acteurs, donc du SDK mobile par exemple, ça peut être des partenariats avec des foncières par exemple qui vont nous fournir de la donnée, qui peut être de la donnée affinitaire ou d'audience, qui peut être de la donnée qui est captée de différentes manières par le Wi-Fi par exemple, ça peut être de la donnée de footfall, donc c'est très variable. Cette donnée, on la récupère et on la présente à nos annonceurs. Aussi, pour une mesure de contrôle et par un peu éthique et stratégie éthique de notre entreprise, on a d'abord réservé Radar à un usage pour nos commerciaux. Donc, c'était une plateforme d'aide à la vente. C'est-à-dire que dans le cadre un peu du conseil à valeur ajoutée, c'est toujours comme ça d'ailleurs qu'on l'utilise beaucoup, la plateforme Radar. On vient apporter plus de conseils aux annonceurs, aux agences en l'utilisant. De plus en plus, et pour le programmatique, on va mettre à disposition cette information, notamment pour permettre l'achat au CPM. Et pour l'achat au CPM, tu as besoin d'avoir accès à cette information en temps réel. Elle apporte également beaucoup de valeur dans la mesure de la performance, puisque tu peux vraiment voir quel est l'impact. Donc, tu as vraiment une source de données, ou en tout cas maintenant des tableaux d'accès. Echo, dont je te parlais tout à l'heure, va bénéficier aussi de cette technologie-là, permettra à des annonceurs de voir la performance de leur campagne, de pouvoir la mesurer, de pouvoir apprendre d'une première expérience, de pouvoir mesurer et croiser cette information avec une campagne. Donc, l'exemple sur lequel on travaille beaucoup, c'est je fais une campagne sur les médias sociaux, donc sur Instagram, etc. J'ai un format créa et je voudrais tester la performance de ce format créa sur du DOH, par exemple. Ce que je vais enlever dans le DOH, c'est le son que je peux avoir. Mais d'ailleurs, sur les Instagram, t'es pas obligé d'écouter le son, mais tu vas enlever le son. En revanche, tu vas apporter une audience bien particulière. On aime bien dire, nous, qu'effectivement, Instagram ou ta campagne Instagram, elle est vraiment one-to-one. Quand tu vas le faire dans la rue, ça va être du one-to-many. Donc, en fait, tu vas avoir un écho. C'est pour ça que la plateforme s'appelle Echo, d'ailleurs. Tu vas avoir un écho qui sera amplifié par l'association de deux médias. Donc, nous, on appelle ça l'OH+, ou Out of Home+, ou Echo, tout simplement. Et ça nous permet effectivement de travailler comme ça. C'est cette data, ou en tout cas, cette utilisation de la data un peu différente qui est très forte. On a un dernier projet sur la data. Donc, tout ça est très conforme au GDPR. Honnêtement, on s'interdit beaucoup de choses. On pourrait avoir accès à énormément d'éléments. C'est aussi, on veut garantir aussi aux annonceurs la brand safety. Donc, tu as deux types de brand safety pour nous. Tu as la brand safety parce qu'on contrôle ce qui est sur nos écrans.
Et on a cette responsabilité-là, parce qu'on est dans la rue. Et quand tu achètes un frame publicitaire à Out of Home et que tu es une grande marque, tu es sûr que tu auras de l'inventaire premium et que ta marque sera valorisée. Tu vas pas tomber là où tu veux pas être, globalement, parce que tu auras acheté de l'inventaire un peu cheap à un prix défiant toute concurrence. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on vient garantir aux citoyens la sécurité et la protection de leurs données. Donc, on n'est pas traqué en temps réel quand on est devant un panneau. Au mieux, on peut être compté. Au pire, on peut être compté. On a un droit d'opposition. Chez nous, on met à disposition une adresse qui s'appelle MyData, qui est disponible sur tous nos sites web. Donc, si jamais quelqu'un vous écoute et a des doutes sur la donnée qui est captée, vous pouvez demander la donnée qu'on récupère sur vous. Elle est disponible et on a des équipes qui sont vraiment très sensibles à ça. Mais on a vraiment investi là-dessus. Au travers d'Echo, Echo est une plateforme un peu différente qui repose beaucoup sur la data. Donc nous, on a utilisé beaucoup la data aussi différemment pour enrichir l'expérience. Donc tu as la data d'audience, la data, on va dire, commerciale qu'on vend, et tu as aussi la data qu'on peut utiliser pour faciliter la vie à nos clients. Echo, tu peux créer un compte, par exemple. Tu es une entreprise, donc tu as, on va dire, tu as une franchise, tu veux créer ton compte sur Echo. Si tu dois remplir un formulaire qui est digne de l'administration française des années 80, c'est pas forcément la meilleure expérience au monde. Donc nous, on a utilisé la data ou des moteurs d'intelligence artificielle aussi pour simplifier la façon d'accompagner les clients quand ils créent leur compte, par exemple. Donc on utilise la data comme ça. On utilise aussi la data pour bien comprendre quelles sont les problématiques majeures de nos clients. Echo, typiquement, vient un peu prouver notre usage de la data et en tout cas notre protection de l'utilisateur, puisqu'on vient vendre de la publicité, mais on ne vient pas vendre que de la publicité. On vient offrir gratuitement un certain nombre de services, par exemple des solutions d'e-shop gratuites. Donc si par exemple tu es un commerçant, tu as été touché par le Covid et que du coup tu as commencé à faire de la vente en ligne, mais tu es passé par Amazon, tu prends des filles, etc. et tu n'as pas non plus le temps ni les moyens d'investir dans un site web marchand, par exemple, Echo te donne gratuitement ces fonctionnalités-là et t'apporte de la data pour savoir si ton produit est bien présenté, si le produit s'adresse bien à la bonne cible. Et pour récupérer cette information-là, on vient récupérer le consentement des utilisateurs. Donc Echo, à terme, pour nous, c'est une plateforme qui s'adressera à tout le monde, un peu dans la logique de soutien au commerce local. Donc on aura une application mobile qui va sortir cette année, sur laquelle on pourra créer son profil. Tu pourras créer ton profil, Jérôme. Si tu acceptes et si tu consens à l'utilisation de tes données personnelles, ces données personnelles seront utilisées par les commerçants pour mieux cibler, mieux, par exemple, aménager leur vitrine, mieux mettre en valeur leurs produits pour soutenir le commerce local. C'est comme ça qu'on l'utilise. Encore une fois, on est très respectueux et soucieux de la réglementation, mais en même temps, on sait qu'on peut enrichir et apporter beaucoup de valeur au travers de l'utilisation de la data. Donc, ça fait beaucoup sur la data, mais c'est vraiment comme ça qu'on l'utilise. En effet, mais ça devient de mes questions. C'est un sujet très large. On aura certainement d'autres occasions de reprendre un petit peu des détails. Et de toute façon, sur la data, c'est un sujet inépuisable en ce moment, ce qui intéresse beaucoup les gens. Peut-être en 1 minute, Bastien. Une innovation repérée peut-être à l'étranger, toi qui a un scope très large et qui peut nous donner un petit peu les grands chantiers qui vont arriver en France. On va s'intéresser à la France. Voilà, s'il y a une chose qu'on doit surveiller ou qui va arriver et qui peut être très intéressante pour le marché. Alors, je sais pas si c'est pour le marché, mais une innovation, une grande tendance ou un grand challenge d'innovation pour le média, c'est son inscription dans la ville de demain et son côté durable. Je reviens à cette logique-là. C'est vraiment très ancré à la fois dans notre stratégie d'entreprise, mais c'est aussi comme ça que le média doit évoluer, notamment parce que je pense qu'en France, la situation politique est intéressante. Quand tu vois aussi notamment la prise de conscience ou le changement d'un certain nombre de municipalités, je reviens aux élections municipales, tu sais que la publicité, elle n'a pas entre guillemets de bonne presse. Maintenant, la publicité peut apporter beaucoup de valeur. Je vais donner un exemple. On travaille beaucoup sur 2 dimensions. La première, c'est comment est-ce que on peut apporter des solutions d'économie d'énergie ou entre guillemets de repollinisation, par exemple. Je pense à de plus en plus de solutions où effectivement nos abribus sont équipés de solutions de pollinisation. On a énormément de recherche et développement sur ces solutions pour les mettre à l'échelle de la ville. Ça, c'est une première orientation sur le support physique du média. Première chose. La deuxième chose, c'est comment est-ce que tu peux créer une expérience citoyenne, parce qu'on est dans la rue, au travers de notre média. Comment notre média peut passer de l'information sur, on va dire, la brocante ce week-end, et puis la publicité pour Orangina ou je ne sais quelle autre marque parce qu'il fait chaud, à une vraie valeur ajoutée, une vraie transparence, une vraie expérience qui, pour un citoyen, va s'inscrire dans son parcours. Donc, l'utilisation de son téléphone mobile,
sa mobilité, son mode de travail, etc. C'est ça les grandes orientations, et la publicité doit s'inscrire dans ce contexte-là. Donc c'est comme ça que nous on le voit en tout cas. Bon, c'est pas à moi que tu vas dire ça, puisque moi je m'occupe du brand content, et d'une certaine manière, ce serait du brand content aussi. Voilà, essayer de rendre un service dans un contexte qui nous parle, faire passer des messages intelligemment, raconter des histoires. Bon bah voilà, je pense qu'on a effectivement, en tout cas de mon point de vue, mais semble-t-il, tu le partages, les grands enjeux du OOH, DOH, de l'affichage, enfin la présence comme ça de ce média bien particulier au cœur de nos villes. Merci beaucoup Bastien, et à très bientôt. À bientôt et merci pour l'invite. Quant à vous, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de VCast, le podcast média de Values. En attendant, n'hésitez pas à partager cet épisode, à nous mettre des étoiles sur votre application préférée ou à nous envoyer des commentaires en nous suggérant par exemple des sujets à traiter. Ciao.